Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Alors, c'est la fin du mois de juillet et comme d'habitude ici, on présente le top 5 des entreprises les plus intéressantes en ce mois de juillet 2023. Quand on parle du mois de juillet, en fait, c'est pas trop le mois qui est important. D'habitude, c'est un classement que je fais en fin de mois ici. Et vous savez que voilà, la plupart des entreprises ici, on a tendance à citer à peu près les mêmes entreprises. Donc aujourd'hui, j'ai fait un tout petit peu d'effort. J'ai essayé de prendre en considération les entreprises qu'on n'a pas eu à mentionner depuis très longtemps, ok? Et la plupart du temps, il n'y a pas souvent 400 000 entreprises. Généralement, ce sont les mêmes qui sont sous-évaluées pendant une longue période de temps. Attention, quand je parle de sous-évaluation ici, c'est sous-évaluation quantitative. Ça veut dire également qu'avant d'y investir, déjà la compréhension du business model très important et également aller rechercher la raison pour laquelle cette entreprise-là se négocie à des prix aussi bas. Ça peut être ici une conjoncture ici liée au secteur d'activité ou bien également ça peut être dû à un problème spécifique même à l'entreprise. Donc, généralement, il faudrait regarder si c'est temporaire ou durable. OK? Donc, lecture des rapports financiers, écoute des conférences calls et toujours de rigueur. OK? Donc, on va aller ici très rapidement. La plupart de ces entreprises, on a déjà eu à les mentionner sur cette campagne. Je pense même que la totalité des entreprises sur cette liste-ci, on a déjà eu à les mentionner sur la chaîne Top Invest. Certaines même ont plusieurs vidéos ici. Donc, on va citer 5 entreprises, mais on aurait pu mettre voilà, 5, 10, exceptionnels. Donc, vous me connaissez si vous savez que dans tous les cas de figure, parfois je mets 5, mais je peux citer 10 à l'appel. Mais bon, aujourd'hui, on va se limiter réellement à 5. Enfin, je pense. Donc, la première entreprise sur la liste, on en a parlé dernièrement, c'est la compagnie Sopra Steria. Sopra a publié ses résultats financiers dernièrement et il semble-t-il que le marché a aimé ça. Et après, à la fin de la journée, quand on regarde un tout petit peu, voilà, ça plaît bien qu'on augmente à peu près les guidance, etc. Mais est-ce que le business, hormis la grosse variation c'est pas, je pense que ce jour-là, ils ont fait un 10%, un truc comme ça, mais bon. Donc, le business continue à bien se comporter. En termes quantitatifs, ici, moi, je constate que c'est une entreprise qui reste toujours sous-évaluée, d'accord? On peut voir ici qu'en termes de revenus, on a une croissance des revenus, les marges sont stables. Ici, on peut voir ici, c'est une entreprise qui fait des acquisitions. On l'a déjà mentionné précédemment. Maintenant, est-ce qu'elle crache du cash ici? En termes de net income, ici, on a quelque chose d'assez intéressant. En termes de free cash flow, d'accord? Est-ce qu'on a quelque chose également d'assez intéressant? Est-ce qu'on parle le même langage? Oui, mais il faut faire attention à ces free cash flow, comme je l'ai souvent mentionné ici. Voilà, à partir de 2018 par là, il y a peut-être ici des loyers qui sont pris ici en considération, mais toujours à aller vérifier. OK? Donc, maintenant, ensuite, après ça, on va regarder ici la dette nette sur EBITDA. Est-ce que la dette nette sur EBITDA est à un niveau assez correct ici? On peut voir que nous avons une entreprise qui a une dette ici, une dette nette sur EBITDA voilà, elle a une dette nette ici aux alentours, dette nette sur EBITDA ici un ratio de 2 fois les EBITDA. Donc, techniquement, elle peut repayer la dette ici en 2 fois avec les EBITDA, mais attention, on ne rembourse pas la dette avec les EBITDA, on rembourse la dette ici avec le free cash flow. D'accord? Donc, il est très important de vérifier que le free cash flow va dans le même sens que les net income. OK? Donc, ici, si on se base sur les free cash flow qu'on voit présentement, ici, on va se dire que, oh, on a un free cash flow, on peut repayer la dette nette ici en moins de 2 ans. Alors, du point de vue ici, au niveau des attentes, non, même pas ça, au niveau ici des prévisions, vous avez vu également ici que c'est un business à peu près prévisible, d'accord? Sur les dernières vidéos, je vous ai montré à peu près comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là, d'accord? Notamment en utilisant FastGraph. Ici, je n'utilise pas FastGraph aujourd'hui, donc on peut voir ici qu'en termes d'attente, les analystes ici s'attendent à peu près à un business, une entreprise ici qui pourrait nous rapporter aux alentours de 17,17 € par action en 2023. Et c'est un business assez prévisible. Attention, ça c'est le bénéfice net ajusté. Donc, il a souvent tendance à être très proche des free cash flow ici. OK? Donc, en 2024, on s'attend à peu près à 19,82 € et en 2025, on s'attend à peu près à 21,45 €. Exagérons. Mettons-nous aux alentours de 21,85 € ici. 21,45 €, d'accord? Par rapport au prix actuel, ça donne à peu près aux alentours de 10 fois les bénéfices, aux alentours de 10% de rendement. Et vous avez toujours dit que moi, je recherche du 8%. Attention également, l'entreprise peut être dans une industrie où elle s'échange à moi des PER très peu élevés. Donc, faites attention. Donc, je pense ici, c'est aux alentours de 15 fois les bénéfices. Et ce n'est pas plus mal que ça parce que à la fin de la journée, qu'est-ce qu'elle fera avec le cash? C'est ça la partie la plus importante. Est-ce qu'elle va racheter ses actions si une entreprise se négocie à 15 fois les bénéfices généralement et que ça ne semble pas être dans un secteur très cyclique? Et même si d'ailleurs c'était le cas, il vaut mieux qu'elle rachète ses actions. D'accord? Mais vous savez également que c'est une entreprise qui croit par acquisition, donc il y a de fortes chances que ce cash-là également soit réservé ici pour certaines acquisitions. Elle paie également un dividende ici, de l'or à peu près en date d'aujourd'hui de... Voilà.
de 2,16%. Elle a les moyens de payer à peu près aux alentours. Elle a les moyens de payer bien plus que ça. Et vous pouvez voir ici que ce dividende-là, voilà, il me semble-t-il qu'il est croissant sur les 10 dernières années ici de près de 9,72%. Il me semble également qu'il y a une année où elle n'a pas distribué de dividende, notamment je pense qu'en 2020. Très bonne idée. Attention. Parce que généralement, les gens pensent que quand on coupe un dividende, c'est généralement un mauvais signe, etc. Non, la raison derrière est toujours importante. Sopra Steria pouvait payer un dividende à cette période-là, mais vu que la période était une période assez incertaine, vaut mieux déjà le couper, d'accord, histoire de voir à peu près si le business, si l'environnement est à peu près sain pour reverser à nouveau les dividendes, d'accord, ce que Nexity ne fait pas présentement, alors que voilà, il serait plus intelligent pour Nexity de couper le dividende ici aujourd'hui, parce que déjà elle a une énorme dette. En supplément de ça, quand vous voyez son concurrent qu'on appelle Kaufman Broad, vous remarquez ici que Kaufman Broad n'hésite pas, peut payer ce dividende-ci et n'a pas de dette, ok, donc même dans le même business ici, vous pouvez voir que Kaufman Broad est mieux positionné que Nexity pour souffrir en période difficile. Ça ne veut pas dire que Kaufman Broad ne veut pas couper son dividende, mais ça veut également dire qu'en période, il y a de fortes chances que Kaufman Broad survive. La probabilité pour qu'elle survive à long terme est très élevée. Alors que Nexity, si on reste dans une période difficile pendant très longtemps, entre parenthèses, ça peut être compliqué pour Nexity. Bref, on a mis trop de temps sur Sopra Steria, c'est la première entreprise sur la liste. OK? Sopra Steria, la deuxième entreprise, c'est Capgemini. Je pense que Capgemini également a publié ses résultats financiers ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé dessus. Dans tous les cas de figure, ça reste un business assez prévisible ici et je ne pense pas que le business model ici soit à peu près soit mis en difficulté en date d'aujourd'hui. Ok, donc malgré le moins 7% ici, voilà, peut-être qu'elle a réduit ses guidance ou bien elle a un revenu moins élevé qu'attendu. Et bref, pour moi, croissance égale croissance. Donc dans tous les cas de figure, le prix que moi je choisis souvent payer pour les entreprises n'implique pas généralement de la croissance. Donc le fait que l'entreprise n'ait pas atteint l'objectif en termes de croissance, si on attendait un objectif de 10% et qu'on a plutôt eu 7%, pour moi, je considère que c'est correct. Ok, d'où l'important généralement de ne pas extrapoler la croissance, de ne pas payer une entreprise ici à un prix très élevé parce qu'il y a une croissance élevée attendue. Il suffit juste qu'il y ait un ralentissement et on va se retrouver à moins 10, moins 20% en une journée. Bref, pour Capgemini, ici, je continue à rester assez confiant par rapport à ce business-ci. Je pense qu'on a fait une vidéo il y a quelques temps ici sur Capgemini. Je vous laisse aller voir ça. Peut-être qu'on en fera une pour commenter les résultats ici, mais on s'était déjà assez intéressant à cette période-là. Donc, on peut voir ici Capgemini. Voilà, on avait du 8% de rendement ici par rapport aux bénéfices nets attendus dans le futur. Donc, c'était assez intéressant. Je pense également que pour Capgemini, c'est un business qui se négocie généralement à combien de fois les bénéfices ici. On va regarder ça rapidement. Alors, ici, on regarde ça. Médiane, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient à peu près sur les 10 dernières années 21 fois les bénéfices, sur les 20 dernières années 20 fois les bénéfices. Et il me semble que c'est un business ici qui a des net income, qui a des free cash flow plus élevés que les net income, si je ne me trompe pas. On va quand même aller vérifier ça ici. On va prendre ça, on met sur le même graphique. Oui, effectivement, les free cash flow sont plus élevés que les net income. Donc, on peut s'échanger aux alentours entre 15 et 20 fois les bénéfices par là. C'est possible. Donc, en termes de prévision maintenant, d'accord, qu'est-ce que les analystes prévoient pour les mois à venir? Attention, c'est un business assez prévisible. Ok, donc quand vous prenez en considération l'estimation des années, il faut toujours poser la question de savoir si le business est prévisible. Donc il faut déjà regarder l'historique passé, ok, et toujours remettre les choses dans leur contexte parce que vous allez voir les entreprises comme Nexity, les analystes avaient tendance à avoir raison, mais attention, ça reste une entité assez cyclique. Donc il ne faut pas aller à l'aveugle, ok. Donc ici, en termes de bénéfices nets, qu'est-ce qu'on s'attend à voir à peu près d'ici 2025. Je ne vais pas sur au-delà de 2025 ici en date d'aujourd'hui. Donc, j'aime toujours prendre à peu près 3 ans, incluant l'année 2023 ici. D'accord? Parce que quand on extrapole trop, voilà, on a tendance à être très déçu dans le temps. OK? Donc, ici, on s'attend à du 14,25 €. OK, en 2025, donc je mets 14 € ici. Par rapport au prix actuel à 167 €, on a un rendement sur coût d'acquisition aux alentours de 8,38%. Donc ça n'a pas trop bougé par rapport à la dernière fois. Et si on extrapole un tout petit peu, en 2027, on s'attend à du 17 € ici. Si ça se réalise, par rapport au prix qu'on paye en date d'aujourd'hui, on a un rendement de 10%. Pour un business qui a tendance à s'échanger ici à 20 fois les bénéfices, 17 fois les bénéfices, c'est assez intéressant. Et encore, d'accord, on n'est pas à l'abri d'une augmentation des marges ou bien d'une croissance plus élevée que prévu. Ok, en moyenne, ici, on s'attend en termes de croissance des bénéfices nets, on s'attend à quelque chose aux alentours de 10%, maintien des marges aux alentours de 9% ici, et croissance du revenu ici aux alentours à peu près des 7 à 8% par là. Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser un tout petit peu plus sur Capgemini. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième entreprise sur la liste ce mois-ci. Troisième entité, c'est Michelin. Michelin, je pense également qu'on en a parlé. On a fait une vidéo sur Michelin.
Michelin. On a commenté les résultats de Michelin qui étaient assez intéressants. Moi, je peux souvent dire ici qu'une entreprise peut rester sous-évaluée pendant très très longtemps. Beaucoup de gens vont se plaindre que oui, mais ça n'augmente pas, je l'ai acheté, etc. Vous regardez le mauvais chiffre. Le bon chiffre à regarder ici, c'est si l'entreprise continue à livrer des bénéfices nets stables et croissants dans le temps. Le reste maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là? Est-ce qu'elle rachète des actions, elle repaye la dette, augmente le dividende? C'est ce qui devrait vous intéresser. L'allocation du capital. Maintenant, le prix de l'action, tôt ou tard, soyez-en certains, l'entreprise, tant que si elle continue à faire si elle continue à avoir une stabilité des bénéfices nets dans le temps, d'accord, racheter des actions, racheter des actions, rembourser la dette, parce que le rachat d'actions paiement, ça reste à peu près la même chose pour moi, ok? Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, le marché finira par vous donner raison. OK? Et parfois, ça peut arriver en une seule journée. OK? Donc, vous allez voir ici que du Michelin, ça reste à peu près stable dans le temps. Je ne sais pas combien de... Voilà. Ils ont dû apprécier les résultats. Ici, en tout cas, le marché. D'accord? On va le dire comme ça. Donc, en termes de bénéfices nets, etc., c'est un business assez cyclique, n'oubliez pas. Mais également, c'est un business qui se situe ici, voilà, c'est une période qui sera à peu près très lucrative pour elle. On a déjà parlé du poids des voitures électriques ici. Et vous savez que plus la voiture pèse, plus les pneus auront tendance à coûter cher. Donc faites attention. Donc Michelin ici, voilà, le business n'est pas difficile à comprendre, d'accord? Mais voilà, c'est un business également, même s'il n'est pas difficile à comprendre, il faut également voir est-ce qu'elle est bien structurée ici pour souffrir en période difficile. Semble-t-il que oui, d'accord? En termes de bénéfices nets ici, elle peut repayer la dette, les free cash, la dette nette ici en 2 ans, ok? Par rapport aux bénéfices nets ici attendus en 2025, on s'attend à peu près à 3,63 €. Ce qui revient à peu près à moins de 10 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Donc, on vous demande de payer 30 € en date d'aujourd'hui pour un business qui pourrait vous rapporter à peu près 3,60 € d'ici 2025. Et ce n'est pas comme si elle ne paye pas déjà 3 € en date d'aujourd'hui. Attention, donc vous avez près de 12 fois les bénéfices. Mais attention, ne vous emballez pas vite. Ce n'est pas un business qui négocie jamais à des PER, à des niveaux de multiples assez élevés. Quand une entreprise s'échange à 10 fois les bénéfices et 10% de rendement, ce n'est pas plus grave que ça ne me dérange pas. Le plus important maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là. Est-ce qu'elle rachète les actions, rembourse la dette ou fait des acquisitions ou bien augmente son dividende? D'accord? Ici, je vois un rachat d'actions. Je vois également qu'on paye un dividende qui a l'air stable. Ok? Il y a de grandes chances même qu'il reste assez stable et croissant dans le temps. Je vois également ici, pour le remboursement de la dette, je vois que, je pense qu'on a pris une légère dette ici. Si je me trompe, bref, il faudrait toujours aller vérifier ça. Parce que la dette nette ici peut être mêlée aussi au loyer, etc. Donc, voilà. Dans tous les cas de figure, elle a les moyens par rapport à la dette nette ici que je vois. Voilà, à peu près 5 milliards, 500. Voilà, elle peut repayer cette dette nette-là. Donc, le dividende, déjà, il est safe. Par rapport au prix ici, je pense qu'il y a une possibilité de rachat d'actions. Et voilà, on reste à peu près sur un business assez solide. Ça, c'était la troisième entreprise sur la liste. Donc, n'oubliez pas, en lien de la description de cette vidéo, vous avez le service Top Premium où vous pouvez généralement demander des analyses quantitatives, recevoir ici des notes d'analyse à la demande. Donc, généralement ici des notes d'analyse par rapport aux entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Également, parfois, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. Donc, je vous donne mon avis par rapport à ça, d'accord? Si ça vous intéresse, vous allez creuser vous-même. Je ne vous promets aucun rendement et d'habitude, je reviens faire le suivi. Quand je mets une entreprise sur ma watchlist, une note de suivi, ok, je reviens toujours faire le suivi sur le scénario de départ et toujours d'actualité. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, allez-y regarder la vidéo sur Johnson & Johnson ou bien sur Pfizer. On a fait une dernièrement. Je pense également on a parlé également de Realty Income il y a une certaine période. Bref, j'ai déjà fait des notes d'analyse ici sur plusieurs entreprises. Ok, donc vous avez la possibilité d'avoir tout ça sur le service Top Premium. Ok, c'est annuel, d'accord? C'est une fois par an. Faites attention. OK? On revient ici sur notre quatrième entreprise. Donc, n'oubliez pas également, vous avez le lien vers la Top Newsletter où vous recevez uniquement les analyses sectorielles. Parce que quand vous allez investir sur une compagnie, sur un secteur d'activité, une compagnie, il faut toujours connaître à peu près quel est l'état des lieux dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Toujours important. Par exemple, vous savez que dans le secteur média en date d'aujourd'hui, voilà, le streaming nous fait beaucoup de mal. Il y aura beaucoup de consolidation, etc. Quand vous allez aller dans le secteur ici des pharmaceutiques, vous allez vous rendre compte qu'elles se négocient à des PER très peu élevés. Oh, opportunité d'investissement, non. Il y a un gros patent cliff qui arrive présentement. Donc, quand on dit patent cliff, il y a beaucoup de médicaments ici qui vont arriver dans le domaine public. Donc, les génériques vont arriver sur le marché. Et faites attention, les génériques ici ont souvent un impact de près de 90% sur le prix d'un médicament. Donc, si un médicament coûte 100 $ aujourd'hui, dès le moment où il est dans le domaine public, le générique au moins va faire baisser les prix au moins de 90%. OK? Donc, on revient sur Michelin, sur la quatrième entreprise sur la liste. Donc,
Quatrième, c'est Euronext. Je n'ai pas regardé les résultats financiers d'Euronext, mais semble-t-il qu'ils étaient assez corrects également. Je pense que j'ai dû voir ici que le marché a dû apprécier cela. Est-ce que c'est étonnant pour une entreprise qui continue à dégager des free cash flow par an, des free cash flow et des bénéfices nets stables? Attention, les volumes ici des transactions ont un impact sur le business, donc n'allez pas regarder, les revenus en que de baisser. Il faut comprendre à peu près comment est-ce que cette compagnie-là, comment est-ce que cette industrie-là fonctionne. Ok. Donc, quand on regarde à peu près les prévisions des analystes, c'est un business assez prévisible également. OK? Donc, on a à peu près un rendement de combien par rapport aux bénéfices nets ici? Donc, on s'attend à peu près à 5,19 €. Enfin, non, on s'attend à 5,22 € à la fin de cette année. Je prends un exemple simple. On me demande de payer près de 70 € pour une entreprise qui peut me rapporter à peu près 5,22 € de manière stable dans le temps. Ce n'est pas 5,22 € une fois. On me demande de payer à peu près 69 € ici. Donc 7,56% de rendement si on avait à distribuer la totalité de ces bénéfices nets-là en dividende. Elle paie un dividende ici de 3,2%. Donc il y a de fortes chances que ce dividende-là soit stable. Évidemment, il y a une certaine dette ici parce qu'elle fait beaucoup d'acquisitions, une dette de près de 2 milliards. Donc elle peut repayer cette dette nette-là en moins de 5 ans. Ce qui serait assez correct ici. Donc, faites attention, le rendement ici ne prend pas en considération la dette, ok? Donc, je pense que sur les vidéos concernant Euronext, vous avez déjà vu à peu près comment est-ce qu'on fonctionne. Et on s'attend ici, d'ici 2025, à près de 6 € par action. J'arrondis toujours. 6 € par action, on me demande de payer 70 € ici aujourd'hui. Ça fait à peu près 8,57% de rendement. Ce n'est pas si mal que ça, ok? Donc, Euronext également, ça pourrait être intéressant à aller regarder en profondeur. Donc, dernière entreprise sur la liste, Kering. Je sais que vous n'aimez pas Kering, notamment parce qu'on dit oui, mais Kering, ce n'est que Gucci qui tire Kering, etc. C'est vrai. Mais également, n'oubliez pas qu'il y a des marques ici, il y a des entreprises également qui se comportent bien ici, qui sont unimarques, comme Burberry, comme Moncler, comme Hugo Boss. On peut également citer à l'appel. Ne comparez jamais Kering à LVMH parce que LVMH, c'est un autre animal. Ils sont dans le domaine du luxe, mais le luxe ici multi-secteur. Parce que techniquement, dépendamment du secteur d'activité, il peut avoir surtout de la consommation discrétionnaire ici. Il peut avoir ici des produits de luxe. Par exemple, quand vous allez dans le secteur automobile, qui est cyclique de nature, Ferrari est un produit de luxe. Par exemple, Porsche est un produit entre parenthèses de luxe. Quand vous allez regarder, je pense également, je pense que Lamborghini appartient encore à Porsche, si je ne me trompe pas. C'est un produit de luxe. Maserati, qui appartient encore à Stellantis, entre parenthèses, c'est un produit de luxe. Donc, ils peuvent fixer le prix. Ce sont des price makers, même dans une entité, dans un secteur cyclique. Il me semble même, il y a de grandes chances que Maserati soit spin-off, un peu comme Stellantis. Fiat avait spin-off Ferrari à une certaine époque. Fiat qui appartient maintenant, qui est dans le groupe Stellantis. Donc, il faut faire attention. Donc, vous avez également Burberry qui est, voilà, quand on parle des vêtements ici, c'est unimarque. Enfin, je ne sais pas s'ils ont d'autres marques ici, mais il me semble que c'est Burberry ici qui tire l'entreprise vers le haut. OK, donc, pourquoi est-ce que ça va me faire mal ici du Kering? Oui, Kering également a connu des gros problèmes ici, notamment le bad buzz par rapport à Gucci, etc. Mais il y a de fortes chances qu'on revienne. Vous pouvez voir ici que c'est une entreprise qui augmente ses marges année après année et semble être assez prévisible également. D'accord? On me demande de payer près de 17 fois les bénéfices ici pour ce genre de business. Pensez vraiment que je vais refuser pour une entreprise qui a la possibilité d'augmenter ses marges? Je veux dire, réfléchissez à deux fois. Je peux comprendre que vous détestez du Kering, mais je veux dire, voilà, Kering au prix actuel, c'est pas si mauvais que ça. On me demande de payer ici 531 €, d'accord, pour un business qui peut rapporter à peu près du 37 € d'ici 2025. OK? Donc, divisé par 531, ça revient à peu près un rendement ici de 7%. D'accord? C'est pas que c'est extrêmement sous-évalué. Non, on n'est pas également à l'abri d'augmentation des marges, d'acquisition et également ici de croissance des revenus. Faites attention. Donc, Kering, ici au prix actuel, ça peut être assez intéressant. Évidemment, ce n'est pas la plus sous-évaluée de toutes, mais il y a toujours ce facteur de pricing power là qui n'est parfois pas inclus dans les courbes. Donc, attention. Lisez les rapports financiers, il faut avoir une compréhension du business model ici. Ok, je ne dis pas que c'est un business ici qui est extraordinairement sous-évalué et que c'est l'opportunité du siècle, mais je veux dire, si vous voulez avoir un pied dans ce secteur d'activité-là, ça ne serait pas fou de commencer à regarder du Kering en date d'aujourd'hui. Donc, sur la liste, on a Sopra, Capgemini, Michelin, Euronext, Kering, et j'allais terminer par Téléperformance. Oui, je sais. Oui, Téléperformance, tu as vu les résultats? Les résultats n'étaient pas mauvais, les amis. Allez-y, regardez. On a juste un ralentissement des résultats. Et ce n'est pas parce que le business est en train de mourir ou quoi que ce soit, qu'importe ce que les autres peuvent dire ici. Je vous ai dit, par rapport à l'intelligence artificielle, allez lire le conference call de Concentrix, qui est un concurrent
à Téléperformance. Ce secteur d'activité est en pleine consolidation. Donc, pour ceux qui se plaignent par rapport à la croissance de Téléperformance, la croissance ne sera pas un problème ici. Parce qu'en PO, si ce business rencontre des difficultés, les entités ici indépendantes auront tendance ici à vouloir se faire racheter. Ok, donc les prix seront peut-être moins élevés que ça. Et qui est mieux placé que Téléperformance ou bien Concentric pour faire des acquisitions? Regardez Téléperformance, on se négocie à 9 fois à peu près 8,8 fois les bénéfices prochains. Attention, est-ce que ces bénéfices auront tendance à diminuer ou à augmenter selon les prévisions? Et c'est un business assez prévisible. D'accord? Donc, regardez ici. Les années s'attendent à bien plus que ça dans le futur. OK? Malgré les résultats actuels, ou bien entre parenthèses, malgré. D'accord? Donc, on est toujours assez confiant ici. Et vous remarquez ici qu'on s'attend à du 17,95 € pour les 2025. 17,95 €, on me demande de payer 135 euros ici pour un business qui pourrait rapporter à peu près ce niveau de bénéfice net là. C'est cadeau. Mais attention, même si disons, admettons même qu'elle ne paye pas ce niveau de bénéfice, qu'elle n'arrive pas à 17,95 € et qu'elle reste plutôt aux alentours de 13,94 € comme en date d'aujourd'hui. C'est 10 fois les bénéfices, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Donc, allez-y lire les rapports financiers, lire les conférences calls, d'accord, sur Téléperformance ainsi que sur Concentric. En fait, je pense que c'est conjoncturel, d'accord? Je pense que ce business-ci, vous allez voir également son concurrent direct qui est Concentrix. On a ici Concentrix. Et je ne vous encourage pas à aller investir sur Téléperformance sans lire les rapports financiers. D'accord? Si vous avez peur ou quoi que ce soit, passez à autre chose. Si vous êtes mal à l'aise, passez à autre chose. Mais posez les bonnes questions. N'allez pas juste vous limiter aux articles de journée ou bien aux courbes. Non. D'accord? Parce que quelqu'un m'a dit, ouais, mais ceux qui ont acheté à 300, qui peut acheter du Téléperformance à 300 € l'action? Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut vous poser la question de savoir est-ce que ceux qui payaient ce prix-là, le prix était assez intéressant à cette période-là. Et on va le revoir ici aujourd'hui. Vous voyez ici Concentric, par exemple, on me demande de payer 83 € $83 pour une entreprise qui pourrait rapporter du 11 $ par action. 11 $ par action, c'est plus de 10% de rendement en date d'aujourd'hui. D'accord? Quand on va sur Téléperformance, parce que l'argument qui est toujours là, c'est ouais, mais c'est un couteau qui tombe, etc. Quand on parle de couteau qui tombe, il faut parler du business model. D'accord? Le fait que le prix de l'action chute en bourse ici, ça peut également être dû au fait que la croissance ralentit de plus en plus. D'accord? On a un ralentissement de la croissance, mais ce n'est pas la première fois. C'est une croissance par acquisition, les amis. Donc, quand on regarde ici, les marges sont stables. OK? Regardez ceci. Prenons juste les bénéfices nets. Hein. On va parler en termes de price to earning, pour faire simple. OK? Certaines personnes ont payé 47 fois les bénéfices pour ce business-ci. Disons même 40 fois les bénéfices à ce niveau-ci. Vous pensez que c'est judicieux pour une entreprise de croissance? Moi, je paye toujours 25 fois les bénéfices, grand max. Et on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses parce que la croissance finira par ralentir tôt ou tard. Et c'est une croissance par acquisition, donc il faut faire jamais attention aux croissances par acquisition. D'accord? Donc aujourd'hui, on me demande de payer 12 fois les bénéfices pour le même business. Prenons même le forward PE. OK? Admettons en prenant en considération la vie des années. Donc, on paye des forward PE de 31 fois les bénéfices ici par rapport aux bénéfices en 2021 par rapport aux bénéfices de 2022. Aujourd'hui, on vous demande de payer 9 fois les bénéfices et d'aucuns sont en train de paniquer. Lisez les rapports financiers, les amis. Lisez les rapports financiers. Une opportunité d'investissement ne vient jamais sans un piège derrière, sans un problème temporaire. D'accord? Maintenant, à vous de déterminer si ce problème-là, si c'est un risque que vous acceptez courir ou non. Si vous voulez investir sur des entreprises qui n'ont jamais de difficultés, vous n'allez jamais les retrouver à des prix assez intéressants. Généralement, vous aurez tendance à payer justement les 40 fois les bénéfices ou 30 fois les bénéfices. Et réfléchissez en termes de rendement, toujours. Aujourd'hui, on me demande de payer 135 $ pour quelque chose qui pourrait potentiellement rapporter 10%, sinon plus que ça. Est-ce que vous avez une meilleure alternative sur le marché? Oui, l'intelligence artificielle, etc. Mais je vous ai déjà expliqué que l'intelligence artificielle sera peut-être même quelque chose d'assez intéressant. Enfin, un nouveau débouché de croissance ici. D'accord? Donc, faites attention. Allez-y lire les conférences calls sur Concentrix parce que Téléperformance, on n'en a pas énormément parlé. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. D'accord? Je vous ai juste présenté ces entreprises. C'est uniquement pour susciter de l'intérêt et du questionnement. On ne prend pas pour investir directement. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Il nous reste encore 90 000 abonnés pour atteindre l'objectif des 100 000. Oui, c'est un objectif. Merci déjà pour les 10 000 abonnés. Et n'oubliez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne sans vous abonner. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir.
Merci.